une partie de notre idée collective, c'était aussi de pouvoir entendre tous ces professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui sont des acteurs à part entière de cette santé intégrative et durable. C'est Nathalie Bernardinelli maintenant qui va venir nous parler du shiatsu. Elle est spécialiste en shiatsu et elle appartient au syndicat des professionnels de shiatsu. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Madame la sénatrice, merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous, d'organiser cette journée, merci messieurs les présidents. Merci à tous d'être là. Donc je suis Nathalie Bernardinelli, j'ai 44 ans, je suis professionnelle de shiatsu à plein temps et exclusif depuis plus de 12 ans maintenant. J'exerce en région parisienne dans les Yvelines à Poissy et on m'a demandé de venir vous présenter le métier de spécialiste en shiatsu. Alors d'ailleurs, je vais être obligée de faire quelques raccourcis parce que j'ai que 10 minutes, donc je présente mes excuses par avance pour des raccourcis qui pourraient être peut-être maladroits. Donc le shiatsu, qu'est-ce que c'est? Shiatsu, déjà, c'est un mot japonais qui veut dire pression avec les doigts. Et en shiatsu, on part du principe que tout est lié. Donc une personne va recevoir des pressions sur l'entièreté de son corps, du haut du crâne jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, devant, derrière. Les trajets qui vont être déterminés, les pressions, l'intensité de ces pressions, la fréquence de ces pressions et la profondeur vont dépendre, bien évidemment, de la personne qui va être allongée sur le futon ou sur la table qui va être sous nos mains à l'instant T, de son besoin et de ses objectifs. Le syndicat des professionnels du shiatsu détermine le shiatsu comme une technique de prévention d'accompagnement à la santé. On rajouterait aussi une technique manuelle et énergétique. Donc il y a bien cette notion de toucher. On va appréhender le corps de la personne, ses tissus, proposer des mobilisations articulaires douces si jamais il y a besoin. Mais il y a aussi cette dimension énergétique. Et là, on s'inspire de ces médecines traditionnelles qui nous viennent d'Asie et notamment de Chine avec les trajets des méridiens dont vous avez certainement déjà entendu parler. Le shiatsu réunit tout ça, réunit une pratique du toucher et une pratique de cette dimension énergétique. Et on part du principe que si un méridien a une dysfonction, l'énergie ne circule pas correctement dans ce méridien, il va y avoir une alternation de la fonction de l'organe auquel ce méridien est relié et à terme peut-être éventuellement une lésion dans la matière. Ce qui est intéressant avec le shiatsu, c'est que quel que soit votre système de croyance de base, à savoir est-ce que l'homme est d'abord quelque chose de mécanique qui bouge et après éventuellement peut y avoir des énergies qui se passent, ou si au contraire vous êtes plutôt du système de croyance où tout est énergie et le corps n'est qu'une densité de cette énergie et tout part de l'énergie et vient ensuite dans la matière. Quel que soit votre point d'arrivée, de toute manière le shiatsu ça fonctionne. Donc ça c'est vraiment intéressant je trouve. Je voulais vous faire un retour un peu plus d'expérience sur qui vient recevoir des shiatsu en cabinet, qui sont les personnes que j'accompagne moi. Et mes receveurs se répartissent avec presque 3 quarts de femmes et un seul quart d'hommes. Vous voyez les âges aussi qui sont répartis, donc de 45 à 65 ans, c'est presque la moitié des personnes qui viennent dans le cabinet. Je vous laisse essayer de déterminer pourquoi est-ce qu'ils viennent. Ça, je ne suis pas allée chercher jusque-là. Est-ce que c'est une période de la vie où on a plus de temps pour soi parce que les enfants sont partis? Est-ce que c'est une période de la vie où on s'est laissé de côté tellement longtemps que le corps n'arrive plus à s'adapter et on se met à avoir des petits soucis, il est temps de s'en occuper? Je vous laisse interpréter ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le shiatsu, c'est vraiment une méthode qui se reçoit à n'importe quel âge. On dit de 7 à 77 ans, mais les enfants existent avant l'âge de raison, donc aussi dès les premières années de vie. Et après 77 ans, bien évidemment, on a encore plein de choses à recevoir et d'améliorations à avoir pour sa santé. Je vous fais... Non, c'était pas l'autre. Ok. Ensuite, j'ai voulu comprendre... quelle est la fréquence de ces rendez-vous? Parce que ça, c'est une des grandes questions qu'on me pose après une séance de shiatsu. C'est « Ah, c'est super, je me sens vachement mieux, mais j'ai besoin de combien de séances ?» Ça, honnêtement, je suis incapable de vous donner la réponse tout de suite maintenant. C'est bien pour ça que c'est intéressant de revenir au moins une deuxième fois. Donc là, sur les 195 personnes, il n'y a que 15 personnes qui ne sont pas revenues.
soit parce que ça avait tellement bien fonctionné qu'il n'y avait pas besoin, soit parce que ça n'a peut-être pas répondu à leurs attentes, parce que la panacée n'existe pas, même si je la recherche très activement. Le shiatsu ne l'est peut-être pas encore, mais il ferait certainement partie des techniques éventuelles. Enfin bref, bon. Ensuite, vous voyez que la majorité des personnes viennent entre 2 et 4 fois dans une année. Donc ça prouve bien aussi que le shiatsu, c'est pas quelque chose de une fois, one shot, on a résolu un problème, etc. Ça s'inscrit dans une régularité. C'est bien pour ça qu'on parle de techniques de prévention. La prévention, ça doit s'entretenir en fait. On parle d'alimentation, c'est pas parce qu'on mange bien un jour que tout à coup tout va aller mieux. C'est bien quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Et il y a environ un peu plus de 40 personnes qui sont venues plus de 5 fois au cours de l'année. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui vont souffrir de pathologies plutôt chroniques, style fibromyalgie, spondylarthrite, mais aussi d'autres troubles comme l'autisme, par exemple, parce que le shiatsu accompagne aussi très très bien ce genre de profil. Une difficulté aujourd'hui du shiatsu en France, c'est au-delà de la notoriété qui semble mieux de jour après jour, ça va être une reconnaissance de la part des instances de santé, même si certains efforts sont faits. Aujourd'hui, grâce au syndicat, on a entre autres trois recherches. Une à Orléans que je porte sur l'effet du shiatsu sur la fatigue concernant les patients atteints de spondylarthrite ankylosante. La recherche a commencé en septembre 2022. Les derniers shiatsu ont été donnés il y a une dizaine de jours maintenant. Donc maintenant, on recueille les statistiques. On va faire tout le travail ensuite de rédaction d'articles et puis le travail de publication. Donc ça, c'est une grande recherche. C'était 71 patients de l'hôpital du CHU d'Orléans qui ont reçu 6 shiatsu en tout. C'était vraiment un très gros projet. On a aussi une autre recherche sur la mélose cardiaque à l'hôpital d'Henri Mandor. Et là, c'est monsieur Jacques Laurent qui saura mieux que moi vous en parler si vous avez des questions. Et une troisième recherche qui est à ses balbutiements et qu'on cherche à faire démarrer pour de bon à Marseille concernant les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était la réalité d'un cabinet de shiatsu. Qui vient dans un cabinet de shiatsu aujourd'hui, quels sont les différents profils de personnes, que le shiatsu a aussi sa place à l'hôpital, puisqu'on arrive à faire des projets de recherche. On est en demande de possibilités de pouvoir faire ces projets de recherche, parce qu'on a des personnes chez nous qui sont en capacité de monter ces protocoles. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à, quoi. Merci. Merci Nathalie. Je me permettrais juste d'ajouter une chose qui est importante, puisque évidemment je représente le shiatsu aussi, c'est qu'on a eu pendant 3 ans, on a bénéficié d'un diplôme universitaire sur le shiatsu. Et ça, c'était quelque chose de très important. Mais pour des questions politiques, on revient toujours un peu à la même question, ce DU a été supprimé. Alors ça, c'est aussi une dimension qui est extrêmement importante dans le cadre de la reconnaissance, de l'encadrement et de la vérification des techniques. C'est de pouvoir accéder à des diplômes universitaires, voire des diplômes interuniversitaires, ce qui serait encore mieux. Donc c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir aussi tous ensemble. Oui, merci pour votre présentation. Juste une question quand même, vous avez dû faire vite, mais comment vous vous assurez de la complémentarité de votre démarche ? Je vous entends parler de traitement pour des patients autistes. Est-ce qu'ils sont suivis par les soins conventionnels ? Est-ce que vous êtes vraiment en complément des soins conventionnels ou comment vous vérifiez ça ? Alors, moi, je n'ai pas de rôle de vérification de ça, dans le sens où, malheureusement, il n'y a qu'une infime partie des personnes qui viennent me voir qui me sont envoyées par des professionnels de santé. Ce sont des démarches qui sont souvent privées de la part des familles. J'ai accompagné plusieurs personnes autistes, des enfants qui étaient vraiment très atteints de ce trouble-là, avec une vraie déficience du langage, une vraie déficience de l'interaction sociale, etc. Et ces enfants-là étaient pris en charge par des associations. C'était dans ces associations qui m'envoyaient ces enfants pour des accompagnements en shiatsu. Une autre enfant, elle était beaucoup plus grande, elle était adolescente et elle était diagnostiquée Asperger. Elle n'avait aucun suivi par la médecine classique.
Et c'est ses parents qui se sont dit, oh là là, pour un problème de gestion de stress par rapport à ces contrôles où elle se mettait dans des états pas possibles, c'est dans ce cadre-là qu'ils se sont dit que ce serait bien d'essayer le shiatsu. Et pour cet enfant, les résultats étaient fabuleux, même qu'au bout de 3 séances, elle m'a dit, mais c'est bizarre, maintenant j'ai même envie d'aller parler aux gens. Donc on parlait de la dimension sociétale et sociale, on a des vrais résultats là-dessus. Mais sur la complémentarité, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je ne sais pas. Vous demandez quand même à vos patients s'ils sont suivis par des soins conventionnels. Ah oui, oui, c'est je ça la demande question. toujours à mes patients s'ils ont... non, ce ne sont pas mes patients, ce sont mes receveurs. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas de patients. Je leur demande s'ils ont un médecin traitant. Et surtout, une des choses compliquées qu'on voit dans nos cabinets, c'est souvent on a une personne qui arrive et me dit « j'ai tout essayé, vous êtes ma dernière chance ». Ou bien les médicaments, j'en ai assez, j'en prends trop, je veux arrêter. Alors non, on n'arrête pas des médicaments comme ça. Et vraiment, mon discours, c'est de privilégier que mon receveur privilégie son discours avec son médecin et qu'on n'arrête pas un médicament parce qu'on a envie de l'arrêter, surtout en ce qui concerne des médicaments qui touchent à la psychiatrie. Ça, on est complètement d'accord. Et j'en ai plusieurs au cabinet comme ça. Et tout ce qui est psychotrope, antiépileptique, on n'arrête pas parce qu'on a envie d'arrêter, quoi. Ça, on est bien d'accord. Merci Nathalie. Juste peut-être pour prolonger, j'aimerais bien que Valérie, tu nous donnes justement une petite... Alors si on me branche autisme, je pars pour 1 heure. Non, tu as 2 minutes, c'est tout. Un tiers, voire la moitié de ma clientèle est autiste sévère. Donc les autistes, à chaque fois on me dit les autistes n'aiment pas être touchés, c'est faux. En fait, il faut appréhender. Moi, je fais remplir aux accompagnants un questionnaire pour pouvoir les accueillir sensoriellement le mieux possible. Oui, ça se passe pas toujours bien au début. J'ai eu un jeune qui m'arrachait les cheveux dès que je m'approchais à moins d'1 mètre de lui. Je peux vous dire que là, quand il vient, je ferme la porte avant lui parce que si j'ai eu une personne qui était un peu bavarde, il a ouvert la porte, il l'a viré. Donc c'est complètement individualisé. C'est extraordinaire, le shiatsu sur les personnes autistes, on y arrive toujours et c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'encourage les praticiens à le faire. J'ai un jeune qui, pour être touché, je suis obligée de lui mettre en musique de fond Public Sénat. C'est comme ça, ne cherchez pas. C'est sa façon. Et il n'accepte d'être allongé sur le futon que si je lui mets publicsénat.fr. Non, voilà. Mais c'est vraiment... je n'ai rien d'extraordinaire, moi, dans ma pratique, et je n'ai eu aucun échec, sincèrement. Donc tout le monde peut y arriver, mais j'ai pas eu... Et c'est vrai, et on peut pas dire... On peut pas... C'est la meilleure preuve que ce n'est pas une croyance. On ne peut pas dire « Ah bah si on y croit, ça marche », parce que les personnes autistes non-verbales ne vont pas... si on a un mauvais toucher, on s'en prend une. Moi, la très grande majorité des personnes que je reçois sont des autistes sans solution. Pour répondre à votre question, ils ont bien sûr une approche globale et de nombreuses prises en charge, mais ce sont des enfants ou des adolescents, parce que c'est souvent les adolescents qui ont des gros troubles de comportement au moment de l'adolescence, et c'est souvent, pour la plupart, des personnes, des jeunes qui sont à domicile parce qu'ils n'ont pas de place dans les IME, pas de place dans le foyer d'adultes médicalisés, pas de place nulle part. Ah, il y a une question, Barbara. Je n'ai pas vraiment de questions. Alors, je suis désolée pour ma voix, je suis aphone, mais je tiens à préciser, je suis réflexologue. Je travaille en foyer d'accueil médicalisé pour des personnes handicapées dans lesquelles il y a des autistes. Donc, je travaille forcément avec l'équipe médicale, puisque c'est eux qui m'ont demandé d'intervenir. Et ça fonctionne. Effectivement, on peut toucher des autistes. Il suffit effectivement d'avoir un bon toucher. Et clairement, je rejoins madame, un mauvais toucher, on prend vite un refus catégorique. Quant à la question que vous avez posée tout à l'heure, on reçoit des gens en cabinet, on leur demande toujours s'ils ont un suivi. Je reçois beaucoup de parkinsoniens, par exemple, qui aujourd'hui me sont envoyés par le même neurologue à Marseille. C'est un monsieur avec lequel j'ai pris contact moi-même. Donc on peut aussi, nous, de notre côté, prendre attache avec ces praticiens. On n'est pas obligé d'attendre qu'eux nous contactent ou nous envoient leurs patients. On peut nous aussi prendre contact avec eux, dire ce qu'on fait
expliquer ce qu'on fait et ça se passe bien. Je ne soigne pas les personnes qui ont un Parkinson, elles vont malheureusement le garder. Par contre, au niveau de la gestion de leur stress, de leurs angoisses, de leur fatigue, donc ça peut fonctionner. C'est aussi à nous, praticiens, de prendre attache avec le corps médical et d'expliquer ce qu'on fait. Je pense que ce n'est pas incompatible. Merci. C'est juste une question. Monsieur qui était avant, puis ensuite François. Bonjour, je suis spécialiste en shiatsu, j'interviens à l'Institut Curie depuis environ 2 ans. Et ma question est simple, comment lancer une étude clinique ? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que j'ai eu cette opportunité de participer à un DU de recherche clinique à la fac de médecine de Lyon. Et c'était assez exceptionnel pour une personne qui n'est pas issue du cursus universitaire de santé de pouvoir intégrer ça. Et c'est aussi grâce au contact que M. Jacques Laurent peut avoir à l'hôpital Mont-d'Or et qui a débouché ensuite sur d'autres relations, si vous voulez. Et ainsi, on a pu avoir comme contact particulier et privilégié le docteur Éric Lespeciaille du CHU d'Orléans qui s'est intéressé au shiatsu et qui m'a contacté parce que j'avais ce DU de recherche clinique aussi derrière. Parce qu'une des grosses difficultés, c'est que le langage de la recherche est vraiment très particulier et c'est long en fait de former quelqu'un sur comment mettre en place un protocole de recherche. Et là, pour eux, c'était facile parce que j'ai la chance d'avoir bénéficié d'une formation dans ce sens-là. Merci. Parce que c'est déjà assez difficile pour les pratiques dites complémentaires d'intégrer déjà le milieu hospitalier. Et ensuite, l'important pour toutes les pratiques, c'est quand même justement d'avoir une validation scientifique. Tout à fait. Et quand on a le pied dans la maison, il faudrait que ça soit suivi des faits. Si vous voulez monter un projet, moi je me mets à votre disposition pour vous coacher si vous voulez. Ok, très bien. C'est noté. Merci à vous. Moi, je juste modérerai un petit peu le propos parce qu'on est souvent très bien accueillis, y compris par... moi, je travaille à Henri Mondor, enfin je travaille. J'ai déposé cette étude à Henri Mondor avec quand même le spécialiste mondial de la question, amylose cardiaque. Ça a pris 5 minutes. Hein, il a dit oui, on essaye, ça marche. Donc, il n'y a pas... le frein, il n'est pas tellement sur les gens qu'on va rencontrer, mais ensuite, c'est de monter l'étude, parce que, notamment, la question des financements est très lourde à gérer, parce que c'est une étude randomisée avec une centaine de patients, c'est beaucoup d'argent. Et là, avoir les fonds, ce n'est pas évident. François, il y avait une question ? Merci pour votre exposé. Je voulais savoir, votre étude qui est très intéressante à Orléans, elle est contrôlée ou c'est une cohorte ? Ah non, elle est contrôlée, bien. Elle est contrôlée. Oui, tout à fait. D'accord, donc c'est particulièrement intéressant d'avoir les résultats. On les attend avec impatience. On a publié le protocole l'été dernier. Vous pouvez le trouver sur PubMed. C'est les résultats surtout. C'est les résultats qui sont intéressants. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. On continue. Odile, qui est donc sophrologue diplômée universitaire et qui est membre du syndicat des sophrologues indépendants.